7h, 10h tous les vendredis, la dernière ligne droite avec Maud Koffler. Éric Dupond-Moretti sort donc relaxé de son procès. Il était visé depuis maintenant 3 ans par une procédure judiciaire pour prise illégale d'intérêt. L'article 121-3 du Code pénal dispose qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Il faut donc avoir eu la volonté de commettre l'infraction et c'est précisément sur cette nuance que s'est basée l'avocate du garde des Sceaux, Jacqueline Lafont-Haïc, pour faire relaxer son client. Pour faire simple, Éric Dupond-Moretti n'avait pas conscience de l'illégalité de ses actes. Il n'est donc coupable de rien. C'est aussi simple que ça. Alors forcément, le verdict suscite la polémique. Il faut dire qu'un ministre de la Justice en procès, c'est assez cocasse. Et cela soulève pas mal de questions. Quelle est sa légitimité à continuer d'exercer ses fonctions ? N'est-il pas tenu d'être un modèle ? La justice peut-elle être impartiale lorsqu'elle juge son représentant ? La position de la CJR vis-à-vis du ministre ne nuit-elle pas à l'intégrité de la décision rendue ? Cette relaxe n'est-elle pas le signe de la dangereuse impunité de nos gouvernants ? Ce procès qui a ébranlé le ministère et plus largement le gouvernement laissera-t-il des séquelles ? Avec nous pour tenter de répondre à ces questions, Guilain Benessa, bonjour. Bonjour Maud, bonjour. Vous êtes docteur en droit public, avocat et philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur d'un premier livre sur l'état de droit à l'épreuve du terrorisme, et d'un nouveau livre, Le totem de l'état de droit, aux éditions de l'Artilleur. Alors d'abord, pourriez-vous nous rappeler ce qui est reproché à Éric Dupond-Moretti ? Bon, concrètement, et c'est pas très complexe en termes, je veux dire, purement juridiques. Une prise illégale d'intérêt, c'est ce qui lui est reproché. C'est qu'on lui a reproché d'user de son pouvoir de ministre, d'user de ses compétences en matière de ministère de la Justice. Donc en fait, c'est le chef de la justice concrètement. Donc il aurait utilisé son pouvoir pour diligenter des enquêtes à l'égard de magistrats avec lesquels il a eu maille à partir lorsqu'il était encore avocat. Donc en fait, on lui reproche d'avoir, c'est un conflit d'intérêts en quelque sorte, on lui reproche d'avoir usé de ses nouveaux pouvoirs, alors même qu'il savait pertinemment quels étaient les magistrats en question, pour justement en prendre, enfin pas des sanctions, mais pour diligenter des enquêtes, donc utiliser ses nouveaux pouvoirs pour régler les comptes qu'il avait ès qualité d'avocat avant de devenir garde des Sceaux. Donc c'est un litige qui a, c'est un contentieux qui relève de son activité de ministre, d'où le fait d'ailleurs qu'il est traduit devant la Cour de justice de la République, en comparaison avec Olivier Dussopt, dont vous parliez tout à l'heure, qui aujourd'hui qui est soupçonné de favoritisme, mais qui relève des juridictions, on va dire, normales, et non pas de la Cour de la justice de la République. Donc c'est vraiment son activité de ministre qui est mise en cause, eu égard à ces positions qu'il a prises. Mais alors, le verdict, vous le disiez, je le précise tout de suite, vous disiez que le verdict pouvait être étonnant ou un peu stupéfiant dans la mesure où en soi la prise illégale d'intérêt aurait été matériellement reconnue. Il faut tout de suite préciser une chose, c'est que qu'on le veuille ou non, et c'est le fait du droit, et c'est notamment le fait du droit pénal, il en va pour la qualification de la chose, et pour retenir la prise illégale d'intérêt, il faut absolument démontrer l'élément intentionnel. L'élément moral, c'est-à-dire la démonstration qu'il y a une intentionnalité, qu'il a voulu cette prise illégale d'intérêt. Et c'est là-dessus, et spécifiquement là-dessus, la Cour de justice de la République a considéré qu'il n'y avait pas d'intentionnalité, ce qui est une obligation la plupart du temps en matière de droit pénal, que cette intentionnalité n'était pas démontrée, et en gros, et c'est exactement le terme employé, qu'il n'a pas sciemment voulu, c'est ça la petite nuance, je veux dire, juridique qui change absolument tout à ce type de qualification, qu'il n'a pas sciemment voulu utiliser ses pouvoirs pour faire ce qu'il a fait. Donc, relax, et donc finalement pas de charge retenue du tout contre Dupond-Moretti qui sort relaxé, donc libre, et peut, a priori librement, on va en parler, poursuivre son activité de ministre. Est-ce que cette décision peut malgré tout avoir un impact sur son activité en tant que ministre de la Justice, qui plus est ? Alors, vous savez, je sais pas si, je pense que sur cette antenne, j'ai déjà eu l'occasion de parler d'Éric Dupond-Moretti. Personnellement, je pense qu'il faut lire ce verdict en déconnectant j'allais dire, c'est facile à dire, en matière de déconnexion, beaucoup de gens sont déconnectés par les temps qui courent, mais on va essayer quand même de faire le distinguo, c'est-à-dire qu'il faut distinguer entre, d'un côté, les répercussions pour la personne Éric Dupond-Moretti et le ministère à court terme, on va dire, et d'autre part, les répercussions d'un tel verdict sur les rapports entre l'exécutif et la justice. Il faut vraiment distinguer. Pourquoi ? Alors, parce que, à titre personnel, et je pense que pas mal de gens le ressentent tel quel, j'avoue que j'aurais pas été franchement complètement
abasourdi et surtout déçu de la de l'éviction de Dupond-Moretti, dont on ne peut pas dire qu'il fasse franchement l'unanimité. Et j'en veux pour preuve que il y a encore avant-hier, il s'est encore ridiculisé à l'Assemblée en menant l'éternelle croisade contre le Rassemblement national, en minimisant complètement la portée du meurtre de Thomas et en ayant des propos qui sont pour moi totalement indécents pour un ministre de la Justice. Mais quand je dis indécent, c'est peu de le dire. Donc je distingue ça. D'accord, j'essaye d'être objectif sur le verdict en tant que tel. Alors, le problème, c'est qu'à côté de ça, l'affaire Dupond-Moretti doit être lue à l'aune du problème général qu'on a du rapport extrêmement hostile qu'il y a de plus en plus de la magistrature à l'égard du pouvoir politique. Alors, je sais qu'on court à la transparence, que hier, d'emblée, nombre d'opposants des Verts, du PS, etc., du PS pour ce qu'il en reste, mais de gauche, ont immédiatement contesté le verdict. Mais il faut bien comprendre que, et ça, je suis ravi d'en parler avec vous ce matin, il faut bien comprendre que dans dans l'état de droit français, et j'en sais quelque chose pour avoir écrit sur l'état de droit plus d'une fois, dans l'état de droit à la française, j'ai envie de dire, la justice n'est pas un pouvoir, mais une autorité. Ça veut dire qu'elle est en dessous, qu'on le veuille ou non, c'est à la limite un arbitre, mais ce n'est pas un pouvoir à la mesure et à la même hauteur que l'exécutif et le législatif, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement. Or, déjà dans le cadre de l'affaire Fillon, l'élection avait été rendue complètement invraisemblable du fait du raid qui avait été mené par la justice à l'encontre de François Fillon. Et il est clair, et là je parle en tant qu'avocat vraiment, il est clair qu'un pénaliste de la hauteur de Dupond-Moretti qui s'est, je me permets l'expression, tapé des magistrats toute sa carrière et a une position extrêmement hostile, est-ce qualité d'avocat. Je veux dire, c'est pas négatif. Il a joué le rôle qu'il avait à jouer. C'est évident que des règlements de compte ont eu lieu. Il faut pas être saint-cyrien, ni spécialiste, ni docteur en droit pour avoir compris qu'il y a quelque chose qui joue dans un rapport extrêmement complexe entre l'ancien avocat que les magistrats n'ont jamais pu tolérer et qu'ils ont toujours envie de descendre depuis son arrivée au ministère et l'intégralité de l'affaire. Qu'il y ait eu ou non, je veux dire, quelque chose au dossier. Donc, sur le fonctionnement général de la justice, on peut quand même se réjouir qu'à un moment, on dit stop à une affaire de ce type, qu'on dit stop à ça et qu'on essaye d'expliquer quand même qu'un ministre, il doit pouvoir faire son travail et que le politique n'est pas constamment soumis au pouvoir scrutateur d'une justice qui fonctionne extrêmement mal. Pour preuve, le sondage du jour où, une énième fois, je crois, 51% des Français viennent de dire qu'ils n'ont pas confiance dans la justice de leur pays. Donc il y a vraiment, vous voyez, il faut distinguer l'affaire en tant que telle, j'allais dire individuellement, et le rapport qu'on entretient globalement dans l'état de droit et dans les rapports de la séparation des pouvoirs entre la justice et la politique. La Cour de justice de la République est composée de 12 juges parlementaires, 5 étaient issus de la Macronie. Est-ce que cela a pu peser en faveur d'Éric Dupond-Moretti, selon vous ? Vous savez, c'est un vieux débat. Hein. La Cour de justice de la République a cette composition partiellement parlementaire, enfin largement parlementaire et partiellement composée de magistrats professionnels. Je suis sceptique là-dessus parce que, certes, il y a 5 macronistes, mais il y a 3 magistrats professionnels. Franchement, j'ai du mal à croire que les magistrats professionnels étaient d'ardents défenseurs de Dupond-Moretti. Donc, on va dire, on a 3 opposants où j'ai un peu vite en besogne parce qu'on ne connaît pas le vote des uns et des autres. Hein. Mais on a quand même 3 magistrats dont on peut douter qu'ils étaient très enclins à le laisser en poste, on va dire ça comme ça. Et on a quand même 7 députés dont, je ne sais plus le ratio exact, mais des Républicains, il y a un RN, il y a un Vert, me semble-t-il, et donc il y a 5 macronistes. Alors que moi, je pense plutôt, mais j'essaye d'être objectif et je n'ai pas, je veux dire, personne n'a exactement le détail des votes des uns et des autres. Hein. Moi, je pense surtout que, et je m'en réjouis d'une certaine manière, que peut-être que les parlementaires ont plutôt réfléchi à l'aune de ce que je racontais à l'instant, c'est-à-dire à l'aune des rapports généraux entre justice et politique. Est-ce qu'ils ont voulu sauver les miches, en quelque sorte, de Dupond-Moretti ? C'est possible. Est-ce qu'ils ont réfléchi plus largement dans un rapport politique, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans un rapport général entre ce qui relève on va dire, du domaine de la décision politique, du domaine du gouvernement au sens large, que ce soit Dupond-Moretti ou un autre, hein, peu importe le nom, et ensuite le fait de devoir retenir une qualification juridique, de le définir en fonction de cette chose, c'est-à-dire dans un climat de haute tension et dans une affaire qui aurait pu être un grave précédent dans cette espèce de surveillance du politique par la magistrature. Oui, peut-être que là, au sens large, peut-être là, le fait que si vous voulez que la Cour soit politisée a une influence sur la façon dont elle retient la prise illégale d'intérêt.
c'est clair que là-dessus, on ne peut pas s'empêcher de croire, on ne peut pas s'empêcher de penser que le fait qu'il s'agisse de politique fait qu'on a un regard sur l'affaire qui n'est pas un regard purement juridique. Ça, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose à voir. Mais, encore une fois, je sais que ça hérisse tout le monde et que dans la société de transparence qu'on a créée un peu folle, où tout le monde doit rendre compte de ses actes tout le temps devant tout le monde, il est clair que ça peut être choquant d'avoir des politiques qui jugent un politique. Mais encore une fois, il faut bien prendre conscience qu'on ne juge pas Dupond-Moretti uniquement sa personne, on le juge à l'aune de ce qu'il représente et on le juge à long cours sur les rapports entre justice et politique. Je sais que je me répète, mais je pense vraiment que autant le verdict peut être choquant dans le fait que beaucoup de gens auraient voulu on le met dehors, on passe à autre chose, on trouvera bien un autre ministre à sa place et quelque part on sanctionne le gouvernement, mais en même temps, il faut bien prendre conscience que pour les élections à venir, pour la politique telle qu'elle se conduit depuis des années, pour les présidentielles qui vont se tenir par la suite et tout ça, il faut un moment, il faut dire non à une justice qui tend à réglementer l'appareil politique. Sinon, qu'il s'agisse de Dupond-Moretti d'aujourd'hui, de Tartampion demain, de qui sais-je dans 10 ans, on aura ces règlements de compte qui vont pulluler parce que de plus en plus, et c'est la mode, la justice a la main de plus en plus sur l'appareil au sens large. Et il faut bien rappeler que dans cette séparation des pouvoirs, à un moment, il faut dire stop, sinon on ne pourra plus rien faire. Et sinon, à terme, des raids judiciaires contre Fillon, des affaires Dupond-Moretti ou que sais-je, vont constamment pulluler. C'est vraiment, pour moi, quelque part, c'est un verdict heureux par rapport à l'état général, on va dire, des rapports de pouvoir. C'est un verdict parfaitement discutable, peut-être, sur le véritable fond, absolument fond du dossier. Y a-t-il quelque chose qui subsiste? Peut-être, mais c'est quand même un verdict heureux, sinon on aurait eu un énième, j'ai pas envie de dire coup d'État, mais un énième coup, en tout cas de coup de massue donné par la magistrature envers les politiques. Est-ce que Éric Dupond-Moretti peut faire appel? Alors, il peut faire appel à Dupond-Moretti. Oui. Oui, il n'a pas franchement intérêt à faire appel. L'appel est possible, je crois que le délai est de 5 jours, me semble-t-il, donc c'est un délai extrêmement bref. Je vous avoue que je suis pas. La procédure devant la CJR est extrêmement rare. Alors, l'appel se fait directement par le biais d'un pourvoi en cassation. Je crois qu'il y a 5 jours pour le faire. Mais simplement, alors, je reviens juste sur votre présente question, c'est est-ce qu'il peut rester en poste? Donc, en fait, comment envisager, dans ce cas de figure, la poursuite, on va dire, le maintien de Dupond-Moretti? Alors là-dessus, il est clair que sa position est fragilisée. Elle l'était déjà depuis un bout de temps. Ça faisait 2-3 ans que l'affaire durait. Il est clair que le verdict, le verdict l'arrange et le verdict lui permet de rester en place. Je crois qu'il a, sur cette question de l'appel, je crois qu'il a d'emblée dit hier, Dupond-Moretti, me semble-t-il, hier soir, qu'il se réjouissait de cette décision et surtout qu'il voulait un retour au calme. On peut le comprendre parce que c'est bien ce qu'il lui faut en qualité de ministre, c'est-à-dire un calme qui lui permet de travailler. Alors, moi, je pense qu'elle laissera des séquelles. Ça laissera des séquelles vives parce qu'une énième fois, on a quand même, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu, vont dire certains. Il y a toujours quelque chose qui reste au dossier. Dans cette époque-là, il est difficile de penser qu'un verdict et qu'une décision de cette nature va suffire à éteindre le feu. Par contre, je vais dire, là, quelque part, je ne cache pas que ça me sidère de dire ça sur votre antenne, mais encore une fois, j'essaie quand même d'être objectif. Il faut rendre à César ce qui est à César. Emmanuel Macron avait raison de le laisser en poste. Il a eu raison de tenir. Le verdict, quelque part, lui donne raison. Et d'une certaine manière, on va dire, ça permet à l'exécutif de sortir renforcé et à l'Élysée de voir sa stratégie confortée. Alors pour lui, encore une fois, les séquelles vont être lourdes. Mais j'allais dire, vous savez, quelque part, Dupond-Moretti, il ne faut pas l'oublier, il a le cuir épais. Et c'est quand même un politique qui a fait énormément d'erreurs, qui a quand même des phrases, vous savez, moi j'ai tendance à dire, ce que j'avais écrit dans mon bouquin, que Dupond-Moretti, il a un peu le lyrisme du pauvre. C'est-à-dire, il a une tendance à partir, vous savez, dans des grandes phrases et des remarques toutes faites, surtout quand il s'agit de défendre des causes qui n'en soient aucun intérêt, soit sont déjà réglées depuis 40 ans. Donc c'est des risques très mesurés. Quand il s'attaque au RN, c'est un combat d'arrière-garde qui a 40 ans et pourtant il le fait parce que vous voyez, c'est facile. Donc là-dessus, je veux pas le défendre. Mais je pense quand même que sur un rapport sur le long cours et même sur son action, parce qu'il a le cuir épais, je pense qu'il a l'habitude de ferrailler, il va continuer à ferrailler. Je pense quelque part que ça fait 3 ans qu'il est mis en cause, il a tenu bon et là-dessus il a eu tendance à clamer son innocence envers et contre tout depuis le début. Je pense qu'il est fait pour ça, c'est-à-dire que je m'explique. Il était fait comme avocat, c'était un gueulard de première, c'était un type qui, il faut le reconnaître, avait un verbe haut et un charisme incontestable. Il était d'ailleurs détesté aussi des avocats quelque part parce qu'il a ce style-là. C'est quelqu'un qui s'en laisse pas compter.
il est rentré dans un moule politique qui fait que finalement, il est devenu, j'allais dire, plus conforme que les conformes. Il est devenu macroniste en diable, et on va dire lanard de gauche qui rentre au gouvernement, il n'en reste pas grand-chose. Il est devenu très, très compassé et l'avocat des causes faciles à défendre. Mais il a ce cuir-là, il a cette habitude de ferrailler. Il ne faut pas l'oublier, c'est un pénaliste hors pair. Donc je pense que quelque part, l'homme de théâtre qu'il est devenu, le pénaliste hors pair, va s'en remettre, parce que je pense qu'il adore ça. Il adore l'adversité, mais lorsque l'adversité est déjà vaincue. Et là, en l'occurrence, l'adversité est vaincue. Je ne pense pas qu'il aura autre chose qui va le suivre dans les 5 minutes. Je veux dire, il est un peu mis hors de cause, formellement parlant. Et quelque part, voilà, il a gagné, mais il peut ferrailler avec une affaire qu'il a gagnée, donc avec un contentieux qui s'est éteint. Je pense que pour lui, c'est à la fois le puncher qu'il est peut se satisfaire de cette cause. Le puncher qu'il est a vaincu, donc il pourra sans faire les gorgées chaudes, et il pourra continuer son activité principale, qui est quand même de gueuler contre le Rassemblement national toutes les 5 minutes. Donc, vous voyez ce que je veux dire, je pense que le puncher qu'il est a les cartes en main pour continuer à puncher dans le vide. Ça l'arrange, quelque part, ça arrange tout le monde, et je pense qu'il va rester sans trop de difficultés en place désormais, à mon sens. Alors, le contexte actuel est d'ores et déjà propice à la critique de la justice. Beaucoup pointent du doigt les décisions de répression contre les participants au collage d'affiches et manifestations d'hommage à Thomas. Le laxisme envers les assassins, ne pensez-vous pas que cette décision participe à décrédibiliser le système judiciaire et renforce la fracture avec un peuple qui n'a plus confiance dans les institutions étatiques ? Tout à l'heure, vous disiez justement qu'il y a eu un sondage ce matin disant que plus de 50% des Français n'ont plus confiance dans la justice. Là, c'est un exemple de trop, peut-être. Alors, oui, là-dessus, c'est pas faux aussi. Je pense que la justice se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire, elle s'est saisie de l'affaire. Elle a tranché l'affaire Dupond-Moretti en pensant faire un exemple à l'égard de la classe politique. Une énième fois, elle a perdu, faut le dire. Je vais être caricatural, mais c'est gouvernement 1 et justice 0. À côté de ça, on a effectivement une justice qui est extrêmement laxiste à l'égard de la délinquance ordinaire. C'est-à-dire les incivilités notoires, les coups de couteau à répétition, cette délinquance qu'on constate tous, que les Français connaissent et qui fait l'objet d'énormément de critiques. Donc il y a 2 poids 2 mesures. On s'acharne à l'égard de Dupond-Moretti, encore une fois, je ne vais pas le défendre, mais d'un côté, on en fait l'affaire du siècle, et de l'autre côté, on a une justice quotidienne extrêmement laxiste. Vous savez, je dis souvent ça, mais en comparution immédiate, vous savez, cette petite délinquance du quotidien, elle a plus du tout peur de la justice, il fait qu'elle rentre au tribunal avec un sourire aux lèvres, elle en sort avec du sourcil, avec du sursis, le même sourire toujours tranquillement jusqu'aux oreilles. Donc les délinquants, je veux dire, concrètement se foutent royalement du fonctionnement de la justice. Preuve des dysfonctionnements généraux de la justice en tant que telle. Moi, je pense que dans l'affaire Thomas, par exemple, toutes les contradictions sautent aux yeux. Toutes les contradictions. C'est-à-dire, je suis content qu'on en parle, Maud, désormais, parce que je prends une affaire très simple. Là, on prend l'affaire Thomas et prenons l'affaire Sainte-Soline. On m'avait demandé, là, il y a 2-3 jours, d'intervenir sur une chaîne concurrente, une station concurrente de la vôtre, une chaîne plutôt. Et j'ai fait un peu de mes petites vérifications, parce qu'il ne faut pas aller vite en besogne. Les types, les 80 qui se sont lancés dans cette petite expédition punitive du samedi soir, ont pris donc, il y a 2 jours, donc l'ultra-droite, comme dit désormais le gouvernement, a pris entre 6 à 12 mois ou 10 à 12 mois de prison ferme. Ouais. Et si je reprends la délinquance comparable, enfin une criminalité, appelons-la comme ça, comparable, vous avez ce moine, vous savez, le leader de Sainte-Soline, un type qui quand même était, qui s'est retrouvé dans des manifestations à Sainte-Soline qui étaient d'un autre tonneau que cette expédition punitive. Sainte-Soline, c'est-à-dire, vous vous rappelez cette quasi-guerre civile qu'on a vue à la télé, ces tirs de mortier, cocktails de Molotov, etc. Le type a pris 1 an de tôle ferme, certes, mais avec immédiatement surveillance électronique, donc bracelet électronique, et il est rentré chez lui à domicile, donc il est concrètement il est chez lui sur surveillance électronique, alors que les 6 gus qui ont été attrapés samedi soir ont pris 1 an de tôle ferme avec mandat de dépôt, donc se retrouvent immédiatement en tôle, concrètement. Ouais, en quelques secondes, il a mêlé ça parce qu'il nous reste vraiment très peu de temps. Ce qui veut dire qu'on a, donc je finis, ce qui veut dire que là, on a tout qui nous saute au visage, c'est-à-dire la fermeté qu'on a à l'égard des lampistes, c'est vraiment des lampistes, et de l'autre côté, l'absence de fermeté dans l'affaire Sainte-Soline, où la plupart ont pris du sursis en plus. Le seul qui a pris du ferme, c'est le leader, les autres sur du sursis. Et si vous voulez, toutes ces contradictions éclatent
se rajoutent les unes les autres, et vous avez en plus une affaire Dupond-Moretti qui fait pchit et qui finit en eau de boudin pour une justice qui se décrédibilise. Donc en gros, il reste pas grand-chose d'une justice qui chaque jour se tire une balle dans le pied encore un peu plus. Merci beaucoup Guilain Benessa, je rappelle que vous êtes l'auteur du Totem de l'état de droit aux éditions L'Artilleur. À très bientôt.